Bonjour Thaïs et merci d'avoir accepté de répondre à mes questions. Bonjour Céline, merci à toi de m'avoir proposé ce moment avec toi. Avec plaisir. C'est un très grand plaisir pour moi. On se connaît déjà un peu puisque j'ai suivi certains de tes ateliers cette année. Mhm. Et j'avais très envie de t'interviewer en fait pour cette série de conversations que je mène. En fait, je mène des conversations à chaque nouvelle lune, pour chaque cycle lunaire, en lien avec la lune et le signe en fait de la lune, de la nouvelle lune. Là, cette nouvelle lune sera celle en Gémeaux et donc elle parle beaucoup de communication, de transmission, de lien aussi familial. Et Mhm. donc, ça m'a beaucoup, on en a discuté et c'est vrai que tout d'un coup, ça faisait beaucoup sens avec la façon dont tu concevais ta pratique. Et je vais te laisser te présenter pour qu'on sache un peu qui tu es, ce que tu fais. Et puis de toute façon, cette interview sera l'occasion d'aller un peu plus loin. Ok, vaste sujet, effectivement, la transmission et l'affiliation. Donc moi, je suis praticienne en soins énergétiques et chamaniques et j'anime, comme tu le sais, des ateliers et des stages. Euh, je n'initie pas les gens au chamanisme, on aura l'occasion d'en parler pour différentes raisons. Et effectivement, à la base, je viens d'une lignée de guérisseurs vietnamiennes. Euh, Donc, il y a un parcours de transmission qui s'est fait, comme tu le sais, de manière un peu atypique, hein, puisque ma famille est arrivée en France dans les années 50. Donc, il y a eu un exil, il y a eu une coupure, on va dire, dans la transmission. Euh, Ma grand-mère recherchait le successeur, puisqu'elle venait d'une famille donc, de guérisseurs où, en général, le guérisseur émergeait une génération sur deux. Et depuis cet exil, eh ben, on a chaque génération porte, on va dire, un postulant. Après, ce qu'on décide ou pas d'aller explorer le don, ça c'est autre chose. Mais je suppose qu'on aura l'occasion d'en parler ensemble. Merci. Et du coup, est-ce que tu peux me parler un peu de ta pratique? Alors, moi, j'ai eu l'occasion de participer à des ateliers qui s'appelaient De l'ombre à la lumière, où on faisait en fait des ateliers de méditation et de voyage chamanique, si je ne dis pas de bêtises. Plusieurs sessions qui permettaient d'aller questionner plusieurs sujets, d'aller chercher certaines des blessures pour pouvoir les transformer, les faire émerger et les transformer. Je sais que ce n'est pas tout ce que tu fais, puisque tu fais aussi des soins individuels. Donc, est-ce que tu peux nous décrire un peu ce qui compose ta pratique? À la base, effectivement, j'ai vraiment une pratique de soins. Euh, j'ai découvert, on va dire, ma sensibilité et j'ai eu confirmation de mes perceptions en ayant envie d'aller vers le massage. Et effectivement, les femmes de mon clan avaient une pratique de magnétisme et de soins par les plantes assez importante. Donc, c'est vrai qu'il y a l'appel des mains au départ. Et puis, j'ai senti à un moment que je devais rencontrer mon animal guide et mes alliés, on va dire, de l'autre côté. C'est comme ça que je me suis orientée vers le chamanisme. Euh, Dans mes ateliers, à un moment, j'ai eu l'appel de l'enseignement. Par rapport à des problématiques que je voyais en soins, je me suis rendu compte que la plupart des gens ne connaissent pas du tout les énergies qui sont leur socle dans leur corps et que ça peut générer des blocages et même des blocages pour des personnes qui ont une démarche thérapeutique, d'accord, parce qu'ils connaissent mal leur corps. Et j'attire quand même pas mal de gens qui sont coupés de leur corps. Alors ça, il y a une partie culturelle, et puis il y a les blessures de vie qui font un peu ça. Donc j'ai eu envie de proposer des parcours personnels qui permettent de se reconnecter au corps et avec les outils chamaniques d'aller l'interroger. Il y a effectivement les méditations qui permettent de questionner le corps sur des mémoires qu'on porte et la danse médecine que j'affectionne beaucoup parce que quelque chose de très important, je trouve, dans la pratique chamanique, c'est l'autonomie. Est-ce que je peux aller visiter mes propres ressources et retrouver ma capacité à moi d'auto-guérison? Et dans le mouvement, on a cette chance d'associer les émotions, le mental et le corps tout en un. Et je trouve que c'est du coup assez extraordinaire puisqu'on peut, dans cet instant-là, transformer des choses par soi-même. Et je trouve la démarche active intéressante. En soins, je suis là pour avoir accès à des choses effectivement auxquelles le client n'a pas forcément accès, mais j'ai besoin qu'il soit avec moi
Et pour s'approprier ce qu'on fait ensemble en soins, je trouve ça bien qu'il ait une démarche pour lui retrouver son pouvoir personnel. Hein. La question du pouvoir personnel est très importante en chamanisme. Et j'ai envie que mes clients aient toutes leurs capacités pour mener à bien leur vie. Et forcément, ça passe éventuellement par des accompagnements parallèles, mais l'idée, c'est pas que la personne elle soit scotchée toute sa vie avec l'accompagnant. Donc, nous, accompagnants, on vient aider à un moment où la personne a besoin d'être soutenue, mais on est bien d'accord que notre souhait, il me semble, c'est qu'après, elle s'envole de ses propres ailes. Les personnes soient autonomes, toujours. Du coup, c'est vrai qu'en atelier, c'était intéressant pour moi d'inviter les gens à se rappeler que quand ils vont voir un praticien, le praticien, il n'a pas la vérité unique. Hein. Tu as pu le voir, je dis toujours, la seule personne qui peut interpréter la vision, c'est son destinataire. Je vois beaucoup de gens qui disent « j'ai vu ça en rêve, j'ai vu ça en voyage ». Est-ce que tu peux me dire ce que ça veut dire? Ben non, c'est pas moi qui ai reçu le message. Il apparaît avec des tas de symboles qui ne sont pas destinés, qui sont voilà, en rapport avec la culture de la personne, sa manière de percevoir le monde, pour que justement elle puisse les comprendre. Moi, je vais interpréter un truc avec mon histoire, mais ça n'a rien à voir. Donc, ce serait complètement erroné, en fait. Donc, comment la personne se réapproprie cette confiance que dans son instinct animal, j'ai envie de dire, il y a toutes les réponses dont elle a besoin. Oui, qu'elle sait et voilà, qu'elle peut se faire confiance sur la façon dont elle va l'interpréter. Et c'est vrai que moi, j'ai eu cette occasion d'aller rechercher un rêve que j'avais eu et que je ne comprenais pas. Et c'est vraiment en allant chercher moi que j'ai compris ce qui venait, ce qu'il y avait derrière, ce que j'avais à comprendre, ce que j'avais peut-être justement à lâcher parce que parfois il y a des choses aussi à laisser simplement. Ouais. Donc voilà, et c'est vrai que c'est un travail qui reconnecte vraiment à notre capacité personnelle d'aller questionner notre inconscient, d'aller chercher nos réponses et pas systématiquement se dire l'autre saura mieux que moi. Voilà. Et c'est là où je trouve la transmission importante et c'est pour ça que j'aimais bien ce thème que tu proposes ce mois-ci, c'est que dans cette déconnexion au corps que je rencontre, je vois qu'on est déconnecté de notre place dans le monde en fait. On n'a plus de racines. Sans les racines, tu ne peux pas construire autre chose. Parce que bien sûr, dans ce qu'on reçoit en transmission, il n'y a pas que des choses positives. Des fois, il y a un héritage culturel ou des mémoires collectives ou des formatages même éducatifs qui peuvent être un peu contraignants ou enfermants. Mais il faut en avoir conscience pour choisir déjà ce qui est juste pour nous, en toute connaissance de cause, et créer autre chose si c'est ça qu'on a envie de faire. Mais il faut une base de départ. Et le socle manque en fait. Je trouve ça très intéressant parce que en faisant tes ateliers, souvent les visions que moi j'avais des rêves, c'était des visions qui étaient très liées à la Martinique, très liées à soit des histoires familiales, soit des choses même ancestrales. Et moi j'adorais vraiment quand j'avais ce genre de vision-là parce qu'en fait ça me raccrochait à quelque chose qui n'existe plus quasiment aux Antilles, puisque nous on n'a plus du tout de tradition de chamanisme, on n'a rien conservé en réalité, on a tout ce qui était lié aux Amérindiens a quasiment disparu, et tout ce qui est lié aux populations africaines qui sont arrivées, ça a été très caché, très transformé, très mal vu et donc aussi très peu pratiqué, ou en tout cas dans sa forme initiale. Donc il y a des gens qui maintenant aujourd'hui essaient de s'y connecter et d'aller chercher. Et puis sinon, on a eu en fait une tradition indienne d'Inde avec l'arrivée de travailleurs au 19e siècle, de travailleurs indiens engagés, et donc la venue de l'Ayurveda aussi, qui est venue s'intégrer à notre culture. Mais on n'a rien d'attaché à la terre. Et donc, quand j'avais des visions, par exemple, d'arbres qui me transmettent des informations ou même par rapport à ma famille, des histoires dont je n'avais pas connaissance, mais qui remontaient, en fait, c'est vrai que tout d'un coup, on a accès à quelque chose qu'on a l'impression d'avoir perdu, mais qui en fait est toujours disponible dans l'inconscient collectif et qu'on peut aller questionner. C'est pour ça que j'adore le corps. Je me demande toujours pourquoi dans tes ateliers, alors que les chamans, ils sont censés voyager dans le monde du haut, d'en bas, etc., pourquoi tu nous emmènes que dans le corps? Bon, déjà, il faut être ancré pour moi avant d'aller se balader ailleurs, mais c'est quand même un réceptacle extraordinaire parce qu'il y a la condition biologique animale, donc mémoire cellulaire, et en plus, c'est le contenant de l'âme. Ça veut dire que le corps, il a accès à toutes les mémoires de l'âme que toi, tu as oubliées. Donc franchement, avec un allié pareil,
pourquoi c'est en privé et pourquoi aller se disperser, je ne sais pas où, aller chercher l'éveil dans les hautes sphères. La notion du tout est très importante en chamanisme, et c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui cherchent l'éveil dans les cieux, quoi. Oui. Alors qu'être partie du tout, pour moi, il y a des gens qui disent oui, nous sommes un, mais des fois je trouve que ça fait un peu idyllique, c'est très abstrait. Je dis ok, quand tu me dis tout est un, nous sommes un tout dans l'univers, super, mais est-ce que tu le ressens concrètement tous les jours? Quelle est l'unité en toi déjà? Je suis pas si sûre que tous les jours, les gens qui disent ça, ils se sentent honnêtement reliés à tout ce qui les entoure et à tous les êtres humains de la Terre, sincèrement dans leur corps. Si c'est le cas, tant mieux, mais je remarque quand même que c'est souvent un concept dans le mental qui ne vit pas beaucoup. Et le fait est qu'on est un élément sur cette Terre qui, du coup, est fluctuant ne serait-ce qu'avec les saisons. On oublie. En plus, là, on est en milieu urbain. Alors, les saisons, de toute façon, il n'y a qu'à voir le rythme qu'on a. Hein. Au moment d'hiberner en hiver, tout le monde fait la rentrée. Et on part en vacances quand on est censé être au top de sa forme. Donc, on s'est quand même complètement déconnecté d'un rythme qui est en naturel et qui est le nôtre. Exactement. Et on a besoin et justement pour ça, on a besoin de se rappeler qu'on est un tout, pas juste avec le cosmos et la conscience universelle et tout ça, mais un tout ici, dans ce monde, avec effectivement les végétaux, les minéraux, les êtres humains qui nous entourent, les animaux qui nous entourent, tout ça a une vraie place et on est reliés chacun avec tout ça. Mais on est quand même dans un système économique qui fait que nous et la nature, ça passe un peu à la trappe. Il y a une volonté de dominer et de se dissocier et de se différencier de tout le reste, en fait. Et puis, il y a aussi cette idée que le mental devrait être supérieur au physique, ce qui est complètement faux, puisque justement, si on est dans cette conception de l'unité, l'unité, c'est aussi l'unité entre notre corps, notre âme, notre mental, et que chacun a son rôle à jouer et chacun apporte justement une forme de sagesse. Après, je ne sais pas s'il y a tant que ça une volonté de se différencier ou d'être performant. J'ai l'impression que la plupart des gens, le rythme est tellement dense en fait, on est tellement conditionné, je crois que les gens, ils s'oublient. Oui, mais je ne pense pas que ça soit les gens. Je pense que c'est vraiment un conditionnement social. Je ne pense pas que ça soit une volonté des personnes. Je pense que c'est vraiment un conditionnement social qui, à un moment, nous oblige en fait à sortir, nous oblige à nous dire que on peut tuer des animaux dans n'importe quelle condition parce qu'on est supérieur à eux, par exemple. Tu vois, pour prendre le cas des abattoirs où je me dis, pour pouvoir réussir à faire vivre des animaux dans de telles conditions, il faut quand même s'imaginer que ces animaux n'ont aucune valeur ou n'ont pas d'âme ou n'ont pas droit à une existence propre. Donc, ne méritent pas des conditions de vie plus agréables. Après, je ne juge pas du végétarisme ou pas. Moi, je suis végétarienne, mais c'est un choix. Mais par contre, je pense que même quand on mange de la viande, on peut choisir les conditions dans lesquelles les animaux vivent et sont tués et sont abattus. Et que ça fait toute la différence aussi dans ce qu'on va ingérer. Oui. C'est vrai que la question de qu'est-ce qu'on mange, alors pour le coup, moi, je ne suis pas végétarienne, mais je suis toujours épatée quand je vois effectivement les systèmes d'élevage. En fait, je ne sais pas ce qu'on mange dans ce système-là. Parce que l'animal n'a aucune vie, en fait. Enfin, je veux dire, il ne se développe pas musculairement, il n'expérimente rien du monde. Toutes ses perceptions sensorielles et sa motricité sont complètement réduites à zéro, quasiment. Donc, c'est vrai que c'est un système où je me dis, on nous donne un truc qui est censé s'ingérer, mais concrètement, on nous donne quoi? Enfin, je veux dire, c'est au-delà de l'énergie dedans, quoi. De la vraie maltraitance animale qu'il y a derrière. Sur un plan purement de la nourriture, je me dis, mais concrètement, qu'est-ce qu'on mange si on mange ce type de produit? Pour le coup, je ne sais pas quoi dire aux d'autres parce que j'arrive même plus à voir l'animal là-dedans. Ça devient un produit sous prétexte que ça donne accès à de la nourriture à plus de monde. Je comprends la réalité d'avoir à nourrir beaucoup de personnes. Maintenant, je ne suis pas convaincue de la démarche. Et du coup, la démarche donne effectivement parfois des revendications végétariennes que je trouve pas toujours ajustées dans le sens où
bon, le règne animal, il fait partie de notre variété de départ. Et on peut respecter l'animal et le consommer. En tout cas, ça va sûrement choquer des gens qui disent ça, mais je le pense sincèrement. Après, je milite pas du tout là-dessus. Hein, c'est pas du tout ma Non, démarche. mais C'est pas un point qui fait partie de mes enseignements, mais je suis toujours très, très interrogative par rapport à ça. Non, mais voilà, c'était un exemple, mais c'est vrai que après, moi, voilà, j'ai des convictions, mais je pense qu'il y a aussi la question du besoin, en fait, de qu'est-ce que la personne a besoin d'ingérer concrètement, et ça, c'est la réalité, quoi qu'il en soit. Donc voilà. Et pour revenir un peu à notre sujet, tu parlais de ta grand-mère donc qui cherchait un peu la personne qui allait reprendre le flambeau. Ouais. Et tu me disais que vous vous êtes ratés. Donc, il y avait ce don dans ta famille, mais pour autant, c'est pas par ce biais-là, concrètement, que tu es arrivée à la pratique chamanique. Alors, ce qui est assez étonnant, c'est que je sais qu'elle cherchait dans la génération au-dessus de moi. Mais il se trouve que elle a été séparée d'un de ses enfants pendant la guerre. J'ai fini par réaliser que c'est cet enfant en fait qui n'a pas grandi avec elle qui avait le don. Hein. Alors c'est marrant comme les missions de vie nous rattrapent indépendamment, c'est que cette personne n'a pas osé aller dans cette direction, mais elle a quand même trouvé le moyen de travailler dans le milieu médical, donc j'ai trouvé ça assez intéressant. Mais effectivement, elle cherchait dans la génération au-dessus de moi. Et moi, je pense que j'avais des croyances aussi qui nous ont séparés un moment, c'est que de ce qu'on m'avait dit qu'elle cherchait, je pensais que j'avais un don différent et pas celui-là. Du coup, je l'ai regardée chercher longtemps. Bon, il y avait la barrière de la langue aussi qui fait qu'à un moment, j'ai voulu la questionner sur ce qui m'habitait moi et je ne savais pas trop comment le formuler vu que c'était un peu abstrait. Et puis, le temps a passé et voilà, finalement, elle ne m'a pas transmis son savoir directement. Donc, je l'ai reçu en vision chamanique, en fait, après sa mort, au moment où moi, j'ai été prête finalement à recevoir tout ça. Donc, j'ai d'abord dû m'accepter moi avec ces perceptions-là avant de recevoir vraiment les réponses à mes questions. Après, c'est souvent le chemin de vie et le chemin initiatique qui font la pratique. Hein. Je dirais que pour moi, l'initiation, dans mon cas en tout cas, puisque je n'ai pas grandi dans l'environnement où on a des rites de manière traditionnelle, il y a toutes les étapes de vie qui te servent de rite d'initiatique finalement. Donc, j'ai exploré beaucoup de choses. Et quand le moment de l'initiation est venu, c'était comme une confirmation en fait et un aboutissement. Bon, après, j'ai eu envie de creuser en faisant un parcours indépendant de l'initiation, donc au sein de l'organisme de Michael Arner. Donc, qui est la FSS, c'est ça? Voilà. La Foundation for Shamanic Studies. Qui est un organisme intéressant parce que Michael Arner est un anthropologue qui a vraiment collecté une base de données très intéressante sur différentes tribus. Donc, ce n'est pas du tout un institut qui a la prétention de former des chamans. À nouveau, ce n'est pas du tout ça la problématique. Je pense qu'on a en soi la mission d'en être un ou pas. Déjà, le mot me gêne un peu, mais ça, voilà, on ne va pas faire de débat sur ça. Mais c'est quand même un mot qui vient d'une région du monde précise que maintenant, on met de manière générique pour tout type de guérisseur. Selon le pays où on va, le guérisseur aura un autre nom. Hein. Il y avait des druides en France, il y avait des guérisseurs au Vietnam. Il y avait des chamans en Sibérie et dans certaines autres régions d'Asie du Nord, mais j'imagine qu'en Amérique, c'est encore un autre nom. Il y a des écrits qui parlent de sorciers. Enfin voilà, on est quand même sur quelque chose de très large. Mais cet organisme a l'avantage de répertorier des pratiques et ça permet soit de confirmer des choses ou d'avoir un éclairage différent. Moi, je me suis approprié des rites d'une tribu qui vit près d'un fleuve et comme l'élément de l'eau est très présent dans ma pratique, c'est vrai que je me suis sentie beaucoup d'affinité avec cette tribu-là, qui est la tribu des Pomos. Et du coup, j'ai eu beaucoup de plaisir à étudier leur pratique, alors qu'il y a d'autres endroits qui m'ont pas du tout appelée. Enfin, voilà. Mais c'est vrai que ça a l'avantage d'apporter des bases de développement, on va dire. Mais à nouveau, pour moi, voilà, la question de s'initier au chamanisme, elle est indépendante de ça. Oui, c'est-à-dire que tu considères que la personne ressent un appel à aller travailler une pratique et Voilà. à développer des dons. C'est-à-dire qu'avoir une pratique chamanique, j'allais dire, c'est comme avoir une pratique de méditation. Dans l'absolu, tout le monde peut. Tu vois, si on revient en soi, à sa nature profonde, il n'y a pas de raison qu'on n'ait pas accès à des choses. C'est pour ça que je fais des ateliers. C'est que j'estime que les gens ont des outils à prendre là-dedans, qui peuvent s'approprier au quotidien.
Maintenant, est-ce qu'on est censé accompagner et soigner les autres? Ça, c'est une autre question, quoi. Quelle est ma mission de vie? Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Ça, c'est autre chose. Et pour le coup, comme on part toujours du principe que le chaman ne transmet que ce qu'il a transcendé, c'est souvent des chemins de vie qui sont un peu cabossés dès le départ, quoi. Ça veut dire qu'au moment où on arrive dans la pratique, on est capable de guider des gens sur des choses qu'on connaît sans entrer en résonance avec eux, de rester exactement à sa place de guide et d'accompagnant. Et voilà, que chacun soit dans sa dynamique personnelle. Oui, et de ne pas se laisser emporter finalement par la douleur ou la souffrance de l'autre. Voilà. Par contre, les gens sentent, je pense, hein, c'est pour ça souvent on attire un certain type de profil quand même assez récurrent à soi, parce que les gens sentent qu'on a un chemin qu'ils aimeraient trouver, que ça leur parle. Vibratoirement, de toute façon, on est en lien. Donc, je pense qu'on choisit le praticien vers qui on va par rapport à ça, celui qui vibre en résonance avec nous, et celui où, quand on le regarde, on se dit, tiens, il y a ça que j'aimerais bien avoir, et apparemment, cette personne, elle a trouvé le chemin. Je ne sais pas si les gens en ont conscience, mais la personne avec qui je m'initiais à Danse Médecine, un jour m'a dit ça. Les gens sentent que tu as retrouvé le chemin vers le corps, même quand il y a une souffrance dans le corps. Et ils ont envie de ça. Souvent, quand on s'extrait, c'est parce que, on a vécu des choses qui font que c'est plus possible d'être dedans. Oui. Maintenant, Quand tu parles d'extraction, c'est la maladie, par exemple, ou des difficultés? Oui. C'est vrai qu'en chamanisme, on part du principe que l'âme peut se fragmenter. Alors, si on va parler de dissociation, hein, c'est les épreuves qui font que tout à coup, il y a la partie en souffrance, elle s'extrait parce que c'est insupportable. Donc, c'est un moyen de survie qui nous permet de rester là et de continuer à avancer. Sauf qu'au fil du temps, nos capacités, si on ne va pas restaurer ce qui a besoin de l'être, elles commencent à se réduire, on n'est plus trop là et on a du mal à avoir une dynamique qui nous convient pour créer des choses. Donc, comment on va récupérer les parties en souffrance? Parce que souvent, la partie en souffrance qui s'est extraite, elle sait très bien pourquoi elle s'est extraite. Elle n'a pas envie de revenir dans un corps qui porte l'empreinte de ce pourquoi elle est partie. Moi, je vois les recouvrements d'âme sur des personnes qui n'ont pas travaillé sur leur corps. Des fois, c'est assez violent le temps d'intégration parce qu'il y a tout qui remonte, quoi. Même si la partie d'âme est restaurée, c'est un plan subtil qu'on revient mettre dans l'incarnation. Or, le corps, dans ses tissus, a ses propres mémoires. S'il y a eu un vrai traumatisme, une agression violente au niveau du corps, même si on a plus de ressources, le confort n'est pas génial. Donc, est-ce qu'on a envie de revenir dans un corps si on s'en est coupé parce qu'il y avait la maladie dedans, si on s'en est coupé parce qu'il y a eu des agressions dedans? C'est pas évident, hein. On peut se dire avec la tête, oui, maintenant c'est bon, c'était il y a longtemps, etc. Dans le corps, il y a des tas de résonances, des peurs, des mécanismes de survie qu'il faut apaiser avant de pouvoir se réunir. Donc, comment on revient dans un corps qui porte des bagages parfois très lourds, indépendamment du contexte culturel ici, où effectivement, on a l'impression qu'il y a une tête dans un véhicule, mais que tout ça n'est pas super incarné. C'est toute la complexité. Et c'est vrai qu'en général, c'est là-dessus où je suis le plus pertinente parce que j'ai eu un parcours médical compliqué, parce que j'ai eu certains traumatismes qui font que je connais la problématique de ressentir un corps qui n'est plus qu'une souffrance ambulante et que c'est juste pas possible. Et pourtant, je peux incarner que on fait tellement plus de choses dedans en étant bien présente même à la souffrance. Je vais donner un exemple très simple. Donc, j'ai eu un accident quand j'étais adolescente. Alors, il y a tout un concours de circonstances qui fait que le parcours médical a été d'une dizaine d'années. Et donc, quand j'avais une vingtaine d'années, le constat final, on va dire, de processus de soins a été que je marchais avec une canne. Ce qui n'était pas super pour ma construction de moi. Jeune adulte, adolescente, la canne et tout, c'était pas top, mais pourquoi pas. Et puis, j'ai commencé un travail personnel pour re-rentrer dans le corps parce qu'à un moment, je me suis orientée dans des domaines artistiques où là, il faut être vraiment présent. Quand on n'est pas présent, on ne voit que ça. Et à un moment, je me suis confrontée à l'idée que même si je posais ma canne quelque part, je ne pouvais pas faire illusion si je n'invitais pas mon corps pleinement pour partager ce que j'avais envie de partager. Donc, j'ai commencé tout un travail pour comment je re-rentre dans ce corps, comment je me réapproprie même de la motricité avec les séquelles que j'ai gardées de mon accident. Donc là, cliniquement, mon état est censé être moins bon que quand j'avais 20 ans, parce que j'ai une petite maladie qui s'est greffée sur tout ça, que je garde à vie.
Et pourtant, tu m'as rencontrée, je n'ai pas de canne. Non. Non, je pense que quand on te voit, on a l'impression que tu es en très bonne santé. Voilà, donc j'ai plein de restrictions motrices. Alors, j'ai pas un handicap lourd, d'accord, mais pour moi, ça a quand même été très éprouvant parce que j'étais jeune, parce que je construisais mon image de moi et ce corps à l'hôpital saucissonné pendant des années sur des trucs de rééducation, c'était pas exceptionnel. N'empêche qu'aujourd'hui, je peux témoigner que, en étant pleinement présent dans ce corps, il y a un moment, n'était qu'une souffrance ambulante pour moi. Je fais vachement plus de choses que quand je m'en suis extraite et que je me suis décrochée de la souffrance. Plus de choses au point où j'ai lâché la canne et je ne suis pas pliée de douleur tous les jours, d'accord? J'arrive à faire des trucs. Alors évidemment, je ne peux pas faire de sport, je ne peux pas prendre de poids, enfin j'ai tas de petites choses, je ne peux pas rester debout très longtemps et tout, qui sont présentes, mais ça ne m'empêche pas de m'éclater dans la vie, quoi. Et d'être à l'aise avec mon corps, avec ce qu'il est. Je suis quelqu'un de très sensoriel, je suis gourmande, je suis tactile. Enfin, je veux dire, je pense qu'on peut vraiment habiter ce corps en l'état et en tirer le maximum avec ce qu'il est. Et je pense qu'inconsciemment, je dois émettre ça quelque part, puisqu'effectivement, j'attire beaucoup de personnes qui sont soit coupées de leur corps, soit qui ont eu des maltraitances avec le corps assez traumatisantes. Et ensemble, on peut voir, grâce à tout ce que j'ai exploré, à ce que j'ai pu synthétiser dans mes enseignements, à comment on fait pour oser revenir dedans et retrouver justement son pouvoir personnel pour réaliser ce qu'on a envie de réaliser. Donc là, la transmission intervient, c'est que moi, j'ai eu, indépendamment de ce qui m'a été offert par la pratique, les formations et mes ancêtres, mon propre parcours de vie qui a été un peu mon initiation quelque part et qui me permet aujourd'hui de dire, voilà, moi j'ai testé ça et c'est super, bon, après chacun trouve les outils qui lui conviennent, hein, mais je peux incarner en tout cas qu'il y a des chemins possibles pour revenir là. Je trouve ça très beau ce que tu dis. Je trouve il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui sont en souffrance avec des maladies chroniques. On parle beaucoup des maladies de société, mais même des allergies, des intolérances qui sont presque invivables, enfin pour eux. Et en fait, il y a quand même cet espoir qu'on peut revenir dans le corps et que même avec ses défauts entre guillemets, ce corps, on peut l'expérimenter pleinement, on peut vivre avec, on peut être heureux avec, on peut prendre du plaisir avec, et que c'est très important aussi de revenir à cette notion qu'on est des êtres incarnés et que ce corps, même dans ce qu'il a vécu, dans ce qui a pu l'abîmer, il vient nous enseigner des choses aussi. Ouais. Et qu'on peut vraiment aller creuser là et pas chercher à s'extraire en se disant « j'aurais mieux vécu s'il avait été parfait ». Ouais. En plus, la notion du parfait, selon où tu te trouves, enfin, selon ta culture, le mode où tu es, c'est tellement subjectif, quoi. C'est très subjectif et pourtant, je pense qu'il y a quand même cette notion-là de la perfection. Moi, je vois, adolescente, j'étais grosse. Enfin, je suis toujours plutôt une personne ronde, mais quand on est ado et qu'on se construit et qu'on n'entre pas dans le critère, le canon de beauté qui est censé être celui le plus courant, en fait, on se dit, mais je serais plus heureuse si mon corps était différent. Et on essaie d'aller contre lui plutôt que d'essayer de comprendre ce que le corps a à nous apporter, à nous expliquer. Et donc, je pense aussi que c'est pour ça que je fais ce chemin inverse d'aller chercher dans le corps, d'aller prendre soin du corps, d'aller chercher justement la sagesse du corps par des massages, par de l'alimentation, par du travail énergétique. Mais c'est vraiment cette idée que notre corps sait et que tout ce qu'on vit avec notre corps, c'est un enseignement et qu'on peut aller le questionner et qu'on peut aller rechercher sa force derrière ce qu'il avait à nous transmettre, même quand c'est quelque chose de très difficile. Ouais, c'est important ce que tu dis. C'est vrai qu'on a tendance à penser que le corps, c'est notre vitrine. Alors qu'en fait, c'est pas du tout ça. C'est ce qui nous permet d'expérimenter le monde dans toutes ses saveurs. Alors c'est vrai que parfois, il y a des expériences douloureuses aussi qu'on vit dedans, mais c'est grâce à ça qu'on expérimente l'incarnation. Et c'est pas le véhicule qui fait que socialement, je suis ceci et que c'est ça qui va faire mon incarnation. Je pense qu'il y a effectivement une grosse incompréhension là-dessus. Après, c'est vrai qu'on est quand même dans un monde de l'image, hein, donc ça aide pas forcément.
Mais c'est bien un moment de se dissocier de ça pour savoir que ce qu'on est, même si on n'aime pas tout chez soi, c'est juste et ça suffit au sens où c'est valable pour vivre ce qu'on a à vivre. Hein. C'est ça que je dis quand je dis ça suffit, c'est qu'on n'a pas besoin d'être autre chose que soi pour vivre de belles expériences, même si parfois, effectivement, il y a des personnes qui ont des pathologies qui sont difficiles et qui peuvent s'interroger sur pourquoi je vis ça. Donc ça, après, le plan de l'âme et l'incarnation, c'est encore autre chose, mais il y a des belles choses à vivre même dans ces cas-là. Heureusement d'ailleurs, t'imagines, si on était là que pour souffrir, franchement, voilà, l'idée du plan, c'est pas de souffrir au départ. Hein. On vient pour transcender des choses pour soi, pour grandir. Donc, faut profiter de toutes les petites choses qui peuvent être chouettes. Ouais. Oui, et aller expérimenter. Et je pense que ça, on n'ose pas forcément. On n'ose pas toujours. On est toujours en train de se dire, oui, mais voilà ce qu'on me projette comme devant être le corps idéal, qui est un corps valide, jeune, plutôt mince ou sportif, en tout cas en Occident. Et quand on sort de ça, on a tendance à se dire, oui, mais du coup, est-ce que je vaux, est-ce que je mérite, quelle est la vie pour moi, puisque je ne rentre pas dans ces critères-là. Alors, ça évolue quand même. Aujourd'hui, de plus en plus, on arrive à voir d'autres modèles qui émergent, mais c'est pas encore totalement commun. Et puis, pour les personnes qui ont vécu vraiment déjà dans ce carcan, il faut s'en extraire, quoi. Il faut réussir à sortir de ça et à changer ses croyances pour pouvoir se dire non, mais mon corps tel qu'il est, il est parfait parce qu'il me permet de vivre et de ressentir la vie telle qu'elle est. Ouais. C'est là où c'est intéressant justement avec des pratiques comme la pratique chamanique ou autre, de rentrer en soi. Se rappeler que ce qui est juste, c'est ce qu'on ressent juste à l'intérieur et pas ce que nous reflète l'extérieur. Après, bien sûr, l'extérieur, c'est un miroir qui nous fait bosser, hein, mais la réponse, elle est toujours dedans. C'est sûr. Et donc, tu disais, il y a eu ce don, il y a eu tes études auprès de la FSS, ton parcours, et puis tu parles du coup, l'initiation, c'est ta vie personnelle quelque part. Et donc, tout ça s'est fusionné pour créer ta pratique et pour que toi, tu te sentes, qu'on te reconnaisse, parce que je sais que on en parlait tout à l'heure, tu ne dis pas forcément, enfin, tu as pris du temps, en tout cas, à dire que tu étais chamane. Alors, je ne le dis pas encore pour le coup. Tu vois, même sur ma carte, c'est encore marqué soins énergétiques et chamaniques. Mais ça, je sais que tu avais dit que tu devais changer. Ouais. Après, je ne me vois pas marqué chaman. Le truc, c'est que je comprends qu'il faut bien identifier de quoi on parle. D'accord ? Maintenant, j'ai accepté qu'on mette ce mot sur moi parce que déjà, mes ancêtres m'ont reconnue comme telle. Et les clients sont venus à moi avant que je dise que je faisais du chamanisme, ce qui pour moi était le signe qu'à un moment, il fallait assumer les choses et que je devais prendre ma place. Mais c'est vrai que c'est le monde qui m'a d'abord renvoyé ça. Tu vois, en parler, c'est rigolo, ce que je viens de dire, que la réponse, elle est dedans et pas dehors. Mais c'est vrai que le dehors est un miroir. Et à un moment, j'ai vu qu'il y avait un petit blocage chez moi. Alors, qu'il y a une raison intéressante, tu vois, puisqu'on parle de transmission. Instinctivement, j'étais allée vers la pratique des femmes. Et quand j'ai eu connaissance des pratiques du clan, j'ai vu qu'en fait, tout ce qui était travail de l'âme au niveau plus chamanique, c'était une pratique qui était faite par les hommes. Et je me suis rendu compte qu'inconsciemment, j'osais pas afficher dans l'espace public la pratique des hommes de ma tribu, alors que mes ancêtres m'ont appelé à faire les deux. Ce qui prouve que pour eux, il n'y a aucun souci avec le fait que je sois une femme dans ce clan et que j'ai cette pratique. Mais bizarrement, moi, je portais ce verrou en moi de me dire, est-ce que c'est légitime que je vienne? À chaque fois, je disais non, mais ça, c'est mon outil de développement à moi pour asseoir ma pratique, mais ma pratique, elle était toujours entre guillemets ailleurs, voilà. Il y a un moment, je me suis dit, bon, on va arrêter de tourner autour du pot. Donc oui, je fais des soins chamaniques. Quand on dit que je suis un guide ou un chaman, je le prends comme un compliment. Enfin, je veux dire, je suis touchée parce que je vois bien que les gens qui me le disent le pensent sincèrement. Après, arriver en disant coucou, je suis chamane, ça me fait bizarre. Mais à nouveau, parce que c'est quand même un mot qui vient d'une culture très précise, qui n'est pas la mienne. Autant le mot guérisseur, même si je sais qu'il est aussi très plombé, parce que ça donne une notion qu'un miracle arrive. Je ne dis pas que les miracles n'arrivent pas. C'est juste que, comme j'ai dit tout à l'heure, pour moi, il y a une question d'être actif et autonome. Ce n'est pas parce que je vais poser les mains, même si j'avais la connexion la plus dingue de la Terre,
qu'il va se passer quelque chose si le client n'est pas impliqué avec moi. Mm. Donc, souvent, il y a des gens qui se disent guérisseur, c'est un peu comme la lampe d'Aladin. Tu vois, tu arrives et hop, et il n'y a rien à faire. C'est pas du tout ça. C'est pour ça que ce mot, il pourrait aussi m'emmener dans un espace qui n'est pas le mien. Mais c'est quand même un mot qui me parle le plus parce que c'est celui-là qui est utilisé là d'où je viens. La guérison par les esprits, enfin, bizarrement, si je devais traduire quelque chose, enfin, ce serait ça. Tout comme je te dis, il y avait des sorciers dans certaines tribus amérindiennes. Enfin, voilà, on a chacun des mots, des druides en France. Donc, c'est vrai que le mot chaman, il est tellement connoté. Alors, je trouve ça super que ça revienne. Alors, je ne vais pas dire à la mode parce que ça, c'est pas très... Enfin, voilà, je trouve ça chouette que ça revienne dans le sens où il y a besoin, je pense, d'un vrai retour à la source. Et je suis contente de voir plein de mouvements chamaniques émerger. Après, qui est chaman, ça... Je dirais que tout dépend du fruit qu'on porte. Hein. C'est comme les médecins. Enfin, tu vois, tu prends un ostéo. Tu peux avoir 50 personnes qui vont dans une école. Bah, tu as ceux qui auront appris la théorie, mais où quand tu vas les voir, tu sais que tu ne reviendras pas. Et il y a ceux qui ont vraiment les mains pour ça. Et eux, c'est magique. Quand ils te touchent, ils ne te font rien craquer, ils te font pas mal, ils te soulagent. Ils connaissent exactement comment écouter le corps, comment l'inviter à aller ailleurs. Et c'est ça qui fait toute la différence. Et ça, pour moi, ça ne se discute pas. Et ce n'est pas une question de hiérarchisation de personnes, c'est qu'on est tous venus avec une mission particulière. Et tout le monde n'est pas fait pour être accompagnant ou guérisseur de quelqu'un. Tout comme tout le monde n'est pas fait pour être dessinateur ou musicien professionnel ou pâtissier professionnel. Enfin, je dirais, il y a plein de talents personnels, que ce soit dans l'artisanat ou le domaine intellectuel ou autre. Et on a tous notre particularité. Donc, tout le monde qui peut faire du soin pour tout le monde, honnêtement, je ne suis pas fan. Et ce n'est pas pour protéger ma pratique, c'est que je pense vraiment qu'on a chacun un talent individuel qui nous est propre. Oui, et je pense qu'une personne qui n'est pas faite pour de l'accompagnement va en souffrir en réalité. Elle va en souffrir aussi beaucoup. Elle sera peut-être pas adaptée déjà aux personnes qu'elle pourrait accompagner, mais il y a aussi cette question de sa capacité, elle, à contenir ce qu'elle reçoit et à le transformer et pas à le prendre pour elle. Ouais. Après, j'ai assez confiance dans la vie pour ça. Je pense que quelqu'un qui n'est pas à sa place, très vite, n'attirera pas forcément des personnes à lui parce que si ce n'est pas son chemin, on va gentiment lui dire qu'il est venu pour accomplir autre chose où il sera mieux. Ça, par contre, je n'ai pas de doute là-dessus. Après, ce qui fait que je n'ai pas toujours eu... Enfin, que pour l'instant, je refusais d'initier des personnes, parce que tu parlais de transmission. J'ai une personne un jour qui m'a dit « Tu trouves que ça prend trop de temps, c'est pour ça que tu ne veux pas ?» Et j'ai dit non, c'est parce que j'ai conscience que la moitié de ton initiation, c'est un, ton chemin de vie et deux, tes guides. Moi, la plupart de mes enseignements, je ne les reçois pas dans le monde du vivant. Enfin, dans le monde du vivant au sens où les gens... Dans la réalité matérielle. Avec un maître physique. J'ai beaucoup d'enseignements qui sont transmis par mes guides. Et la qualité, je dirais, de la pratique chamanique, enfin du praticien, elle vient aussi de ça pour moi, de sa connexion et de son ancrage avec ses guides. Il y a des tas de choses que je fais, effectivement, je les ai apprises de l'autre côté. Alors maintenant, je vois bien, c'est pour ça que je commence à venir quand même à faire des stages sur certaines choses, qu'on a besoin d'un socle. Il y a des personnes, elles sont un peu perdues, elles ne sont pas ancrées dans leur corps, les protections personnelles ne sont pas là. Et je vois bien qu'avant d'aller se balader dans d'autres mondes, il faut quand même avoir un minimum de ressources, de solidité, pour être en mesure, ne serait-ce que de voir ses guides. Hein. Quand l'ancrage ou quand le premier chakra est out, on peut aller voyager tout ce qu'on veut, malheureusement on ne voit rien, ce qui peut être frustrant, ce qui peut être douloureux parfois selon où on en est. Donc il y a besoin de s'ancrer d'abord. Mais c'est vrai que ce n'est pas un organisme qui fera l'initiation. Elle viendra appuyer quelque chose. Moi, c'est pour ça que j'ai envie d'aller à la FSS, c'est que ce n'est pas elle qui fait de moi la praticienne que je suis, mais elle contribue parce qu'elle m'apporte d'autres regards, d'autres techniques à partir desquelles éventuellement je peux inventer d'autres rituels. Elle nourrit ma créativité, ma connaissance. En fait, c'est ça. C'est des ressources, en fait. Elle t'ouvre la porte à des ressources. Tu as des repères et des ressources. Donc, il ne faut pas se tromper. Alors, bien sûr, c'est accessible à tous et je trouve ça génial qu'on ait accès à cet héritage. Après, est-ce qu'on sera praticien ou pas, ça se situe ailleurs. Ouais, je comprends. Et d'après toi, en fait, justement, tu disais on a besoin de retrouver, que tu étais contente qu'il y ait cette résurgence du chamanisme parce qu'on a besoin de retrouver aussi cette solidité, ces racines, cet ancrage.
Pour toi, c'est ce que ça transmet essentiellement, les pratiques chamaniques. Qu'est-ce qu'on y trouve? Pourquoi Alors, revenir aux pratiques chamaniques? je trouve dans la pratique chamanique, dans la question du voyage, je trouve que c'est un outil assez unique parce que le voyage te permet d'interroger des mémoires auxquelles normalement tu n'as pas accès. Je sais que sur un travail thérapeutique classique, souvent on part de ce que tu sais ou de ce dont tu as conscience et ça peut être limitant. Parfois, il y a des réponses, pour peu que ça vienne, enfin, que tu as un blocage par exemple qui vienne d'une vie antérieure ou quoi, même s'il y a forcément des choses dans ton vécu présent qui sont là pour te rappeler ce que tu as besoin de transformer ou de surmonter chez toi, c'est pas toujours évident de trouver des repères. C'est vrai que s'approprier le voyage chamanique pour aller dans le corps, je trouve ça super intéressant parce que je trouve qu'il y a des tas de choses que tu ne pourrais pas débusquer autrement. Enfin, comme dans la danse. Hein. Comment je viens interroger mon corps pour avoir accès à la danse, ça fait partie d'ailleurs des moyens de trance chamanique. Il y a le tambour. Bon, il y en a qui sont branchés plantes, ce qui est encore autre chose, mais le chant et la danse font aussi partie des moyens de voyage et de trance chamanique. Donc là, on est dans une démarche de comment je me réapproprie ma capacité à interroger Ma mémoire. ma mémoire, ou même j'ai en ce moment un tournant dans ma vie, je ne sais pas trop comment l'appréhender, je suis un peu perdue parce que là, par contre, on est dans la tête et dans les émotions. Comment je vais chercher des pistes de réflexion en moi? Là aussi, on peut aller voir dans son corps, qu'est-ce qui sonne juste? Est-ce qu'il y a des risques que je peux prendre? Est-ce qu'il y a des peurs cachées qui font que là, je suis bloquée? Donc, pour moi, dans le voyage chamanique, il y a aussi cette capacité à retrouver, je parlais de l'autonomie tout à l'heure, la liberté et le pouvoir personnel. Même si on ne se destine pas du tout à être praticien, tu as quand même un outil qui permet d'aller regarder en toi à un autre niveau, sur un plan plus profond et plus subtil, pour retrouver des ressources qui t'appartiennent. Ça, je trouve ça génial, honnêtement. C'est clair. Après, il y a plein d'outils qui se complètent. Hein. Je veux dire, moi, il se trouve que voilà, ma pratique, elle est là. Il y a plein d'outils complémentaires dans le développement personnel. Il y a vraiment pour toutes les sensibilités, pour le coup. Mais je trouve que dans le mouvement et dans ce type de méditation, il y a une possibilité d'aller plus loin en ayant de l'autonomie. Voilà, c'est ça que je trouve intéressant. Moi, ce que j'aime aussi, c'est que ta pratique, comme elle se positionne vraiment dans le corps, c'est un peu la même chose qu'avec la respiration. C'est toujours disponible pour nous, en fait. C'est toujours là. L'outil est toujours là. Et donc, on n'a pas à se dire, ah ben, j'ai pas ça, je peux pas le faire. Je tire les cartes, donc parfois, ben, j'ai pas mes cartes avec moi. Par contre, mon corps, il est là. Ma respiration, elle est là. Et si j'ai besoin de faire le vide, d'aller questionner une sensation, je peux toujours le faire à tout moment. Et j'ai pas forcément besoin des cartes pour à ce moment-là. Peut-être que je les tirerai après, mais pour le coup, je peux aller questionner le corps, la respiration, et j'aurai une réponse. Exactement. Pour rentrer en soi, comme tu dis, et retrouver sa capacité à déployer ses ressources personnelles. Après, il y a un système de reliance si on est sensible à la pratique chamanique qui te permet de retrouver aussi du lien depuis ton corps vers l'extérieur. Je dis bien depuis ton corps vers l'extérieur, pas la dynamique inverse. Mais je pense qu'on a tous au départ, tu vois, ce lien avec la nature, avec l'invisible. Je pense juste qu'on s'est complètement coupé de ça. Et c'est quand même dommage. Pour moi qui suis très reliée aux esprits de la nature, je trouve qu'on se prive de choses quand même sympathiques. On est entouré de végétaux, de minéraux autour de soi. Et sentir le lien, la puissance que ça peut habiter, l'échange qu'on peut avoir avec ces esprits-là, je trouve ça intéressant. Ouais, et puis l'enseignement aussi que ça transmet par l'observation, parce que parfois on comprend des choses sur nous en regardant comment deux plantes interagissent, comment un insecte vient se poser à cet endroit-là, et on peut aussi réfléchir à nous en voyant comment l'autre est, comment l'autre vit, comment l'autre se positionne. Ouais. Il y a effectivement tout ça. C'est vrai que les chamans traditionnels, ils connaissent bien leur environnement. Pourquoi? C'est pas que parce qu'ils sont liés avec d'autres mondes. C'est parce que ils peuvent se relier à l'esprit d'une plante, mais ils vont l'étudier sous plein de coutures différentes. Je dirais que les chamans traditionnels, certes, ils interrogent l'esprit de la plante,
Il mange la plante, il touche la plante, il l'étudie pendant des semaines et des semaines. Et c'est ce qui va faire qu'ils ont cette connaissance de l'environnement qui est énorme. C'est un vrai travail, j'allais dire de fourmi, mais franchement, voilà, ça tombe pas du ciel, quoi. C'est clair. C'est clair. Et donc, on y a un peu répondu, mais tu disais sur le tous chaman, en réalité, pour toi, on a tous la possibilité de se relier à des capacités. Maintenant, est-ce qu'on a tous la possibilité de transmettre des messages pour d'autres ou d'aller guérir l'autre Oui, voilà, le côté tous guérisseurs et tous chamans, je ne suis pas convaincue. Par contre, que tous, on a la capacité d'une pratique chamanique, c'est-à-dire de se relier à la partie invisible de ce monde. Bien sûr qu'on l'a. Je pense qu'on est coupé de ça et que ça fait complètement partie de la manière dont l'être humain est censé percevoir le monde. Regarde l'air autour de toi. Il est palpable, même s'il n'est pas visible avec une couleur ou avec quelque chose qui serait matérialisable. N'empêche que tu peux le toucher et que quand tu balades tes mains dans l'air, tu peux sentir des courants chauds, des courants froids, parfois même des masses. Donc, il y a une vraie partie invisible qui existe. Tu vois, on n'est pas dans un truc mystique. Je veux dire, ça se constate. Donc, on a cette sensibilité. C'est comme les énergies dans le corps. C'est juste qu'on s'est coupé, en fait. Je pense qu'on a oublié un peu d'où on vient et qu'on s'est coupé de nos ressources. Mais ça, c'est accessible pour tout le monde. Après, je disais, la mission de vie, ça, c'est autre chose. Ouais. Mais la capacité de percevoir ça, pour moi, elle fait partie de l'incarnation. Oui, je pense qu'en tant qu'être humain, on a cette possibilité de sentir des choses plus subtiles et qu'on peut honorer ça à tout moment, en fait. Ouais. Même les personnes qui ont un job très corporate, qui travaillent à la défense ou je ne sais quoi, peuvent très bien à un moment se poser et voir ce qu'elles ressentent, ce qui se passe, et elles vont comprendre aussi d'une façon très différente peut-être leur espace de travail, les relations avec leurs collègues ou avec leur boss. Ouais, j'ai envie de dire justement, d'autant plus ces personnes-là qui sont en milieu urbain, qui sont dans des bureaux fermés, ont tellement besoin d'espace, d'oxygène et de pouvoir rentrer en eux. Sinon, c'est épuisant, j'ai envie de dire. C'est des burn-out à foison. Oui, non, mais exactement. C'est vrai que ça te mange ton énergie et il y a besoin de recharger les batteries. Tout à fait. Tout à fait. Et si tu devais donner un conseil un ou plusieurs conseils pour appréhender, découvrir les pratiques chamaniques, par quoi tu commencerais? Alors, venir à tes ateliers, ça, je suis d'accord. Vraiment. Je sais que tu vas le dire et tu as raison parce que vraiment, je suis d'accord. On en parlera de ton actualité, mais pour toi, qu'est-ce qui amène Alors, c'est intéressant parce que bizarrement, j'aurais pas pensé à l'amener comme ça. C'est vrai? Oui, c'est ce que j'allais dire. Et toi qui me connais un peu, ça va pas te surprendre. Il faut s'écouter. Quelle est déjà la tendance chamanique qui m'appelle? Moi, effectivement, je suis allée vers la partie amérindienne parce que je me sentais appelée par certaines tribus. Je sais qu'en France, il y a un super chaman celtique qui s'appelle Gilles Wurtz, qui est très, très sérieux dans ses enseignements et qui est peut-être plus en lien avec les racines de ce pays. Je crois qu'il faut suivre vers quoi on a envie d'aller. Moi, j'ai une demi-sœur qui, elle, du coup, n'est pas métisse, parce que c'est une sœur du côté de mon père. Elle a une affinité chamanique qui n'est pas du tout la même que la mienne. Dès toute petite, elle dessinait des runes sans savoir ce que c'était. Enfin, tu vois, il y a eu un vrai appel, elle aussi, de lignée. Donc, elle, je sais que le jour où elle sera prête, clairement, ce sera la tradition celtique qui va l'appeler. Je pense qu'on a tous un instinct qui nous emmène quelque part. Après, il faut vraiment avoir le feeling avec la personne. C'est sûr que d'instinct, j'aurais envie de dire aller vers des organismes sérieux, enfin voilà, vers la FSS ou vers Gilles Wurtz. Parce qu'il y a un peu, enfin c'est comme tout pratique, même énergétique, de soins ou autre. Il y a un super développement, ça c'est la bonne nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est qu'en contrepartie, il y a un peu de tout. Il y a à boire et à manger. Voilà, donc il y a des gens qui sont vraiment formés, d'autres pas du tout, des gens qui ont vraiment été initiés, d'autres pas du tout. Donc il faut vraiment s'écouter. Où est-ce que je me sens appelée? Qu'est-ce qui est juste pour moi? Et est-ce que je me sens en sécurité aussi dans l'espace? Ouais. Et puis qu'est-ce qu'on vient travailler? Il y a des gens qui aiment
aller à des festivals chamaniques pour tester une certaine forme de communauté, de solidarité, pour faire des cérémonies rituelles, pour faire du chant. Il y a des personnes qui vont aller plus vers des cercles de personnes de même sexe. Enfin, on a une affinité. Moi, mes ateliers, c'est assez spécifique dans le sens où j'ai choisi d'enseigner vraiment sur la question des ombres et des blessures de vie. Donc, c'est quand même très particulier. Ça veut dire que les personnes qui viennent sont des personnes qui ont des choses à régler et qu'elles sont prêtes à le faire. C'est quand même une démarche assez particulière. Mais il y a des endroits où on peut juste baigner, j'ai envie de dire, dans un certain esprit de communauté chamanique pour vivre d'autres expériences que ça. Qu'est-ce qui m'appelle? C'est ça, en fait, pour moi, qui est important. Qu'est-ce qui m'appelle? Honnêtement, j'avais déjà une pratique quand je suis allée vers le chamanisme. Et je ne me voyais pas du tout faire un cursus complet à la FSS. Un jour, j'ai mes ancêtres qui m'ont dit « Tu rencontres ton animal ». J'ai fait « Ok ». Ça, a priori, au premier stage, c'est réglé. Puis après, j'ai eu d'autres messages. Il faut que tu étudies ça, il faut que tu fasses ci. Puis je me suis retrouvée sur un parcours de 5 ans, donc très bien, que je ne regrette pas. J'ai même encore des choses en cours pour approfondir, pour faire des thèmes de recherche personnelle, etc. Donc, il faut écouter la petite voix en soi, en fait. Est-ce que je me sens appelée par ça? Vers qui j'ai envie d'aller? Parce que c'est vrai que si on tape chaman sur Internet, moi, la première, je serais perdue. Je veux dire, plein de trucs qui débarquent. Il faut lire d'où viennent les gens, quelles sont leurs convictions, qu'est-ce qu'ils ont à transmettre et quelle est la personne avec qui j'ai un feeling. Et là, il faut oser se dire, j'y vais avec mon feeling. Mais il faut être très au clair sur pourquoi on le fait. Je dis ça parce que j'ai été plusieurs fois contactée par des personnes qui voulaient vivre des expériences de rituels avec des plantes, par exemple. Plus parce qu'ils n'osaient pas y aller seuls et qu'ils se disaient la plante va faire le travail pour moi ou pour vivre une expérience de sensation. Et là, je me suis dit, je ne suis pas la bonne personne pour accompagner ça. Le sensationnel pour moi. Tu ne fais pas vraiment, en plus, tu ne fais pas de travail en général avec les plantes à part le cacao. Oui, mais c'est vrai qu'en dehors du cacao, et pour le coup, c'est lui qui est venu me chercher, avec qui j'ai une relation effectivement d'enseignement et de développement. Il y a des cultures, par contre, où il y a une vraie transmission autour des plantes. Mais ça passe par un enseignement, par un lien avec la plante, par un encadrement aussi. Voilà, un encadrement. Ce qui est indispensable pour moi, quel que soit le chaman, entre guillemets, qui va nous appeler, c'est est-ce que je me sens en sécurité face à cette personne pour explorer ce que j'ai à faire. Parce qu'effectivement, ce n'est pas le chaman qui va voyager à votre place si vous faites un rituel de vision. Et ce n'est pas lui qui va rentrer dans votre vision. Enfin, en tout cas, en théorie, il n'a rien à y faire. C'est pas lui qui va revenir dans la vie quotidienne après. Il faut être capable de vous ramener si jamais il y a un problème. Oui, mais le retour au quotidien, c'est pas lui qui va le vivre non plus. Exactement. Donc, en fonction de ce qui aura été, de ce qui sera remonté, il faut aussi avoir la personne qui est capable de faire un peu de suivi derrière. Oui, si vous partez en stage à l'autre bout de la planète et que vous rentrez ici et qu'il n'y a personne pour faire le relais, ça peut être... Donc, il faut être très clair avec la démarche. Est-ce que je vais juste vivre une expérience ou découvrir une culture, pourquoi pas? Ou est-ce que moi, j'ai envie de rentrer dans un chemin? Et si oui, quel est le chemin? Et est-ce que je me sens à l'aise avec l'accompagnement qui m'est proposé? Donc, il y a des personnes qui, sur le papier, pourraient être super, mais où il n'y aura pas le feeling. Et ça ne se discute pas. Et il y a des personnes, peut-être qu'on ne sait pas trop d'où elles viennent, mais vous allez vous dire, c'est là que je veux aller, il faudra oser le faire. Ouais. Il y a deux choses. Il y a suivre son instinct, son intuition, et puis surmonter la peur quand on sent que derrière cette peur, il y a quelque chose, il y a un trésor à trouver, quoi. Voilà, exactement. Merci beaucoup, Thaïs. Du coup, je sais alors qu'il y a des choses qui arrivent de ton côté. Il y a un atelier Retrouver sa terre intérieure, c'est ça? Voilà, c'est un stage de 3 jours, en fait, du 8 au 10 juillet à Paris, où on vient justement travailler son enracinement intérieur. Faire l'état des lieux un peu des énergies socles qui sont en nous et voir s'il y a besoin de transformer des choses. Donc là, c'est méditation, rituel et danse médecine. Super. Et je sais qu'à la rentrée, il y aura un nouveau cycle. Ouais, je refais un nouveau cycle, un parcours personnel de 6 mois, donc avec un atelier par mois, d'octobre à mars. Donc, la chrysalide du papillon, c'est mon thème. Pourquoi? Parce que période automne-hiver, donc on rentre dans le cocon, on fait le point, on transforme et on termine pile à la date du printemps pour la renaissance. Voilà.
j'espère l'envol, mais donc ces 6 mois assez denses, même si on se voit qu'une fois par mois, ça laisse le temps d'intégrer en fait, mais ça permet de vraiment travailler sur les ressources essentielles pour pouvoir justement retrouver des capacités à transformer sa vie par soi-même, recharger les batteries, faire l'état des lieux de ce qui a besoin d'être transformé et démarrer ce travail de transformation. Et après juillet, d'ailleurs, je suis en train de me dire, après retrouver sa terre intérieure, je me suis décidée quand même à faire un stage de première initiation pour des passeurs d'âme, parce que j'en ai beaucoup qui ont défilé à un moment chez moi en soins. Donc, je me suis résolue à faire cette première initiation qui, à nouveau, est juste là pour donner des bases, puisqu'après, les personnes vont aller avec leur sensibilité, leurs outils, explorer indépendamment de moi. Mais j'ai eu pas mal de gens qui attiraient effectivement des défunts et qui étaient un peu squattés. Et je me suis dit que il fallait les accompagner pour qu'elles puissent avoir les outils, retrouver leur contour personnel et savoir comment faire pour accompagner effectivement les personnes non incarnées qui viennent les solliciter. C'est sûr. Voilà. Écoute, Thaïs, merci beaucoup pour ce moment et pour ce que tu as bien voulu nous transmettre et nous partager de ton parcours et de ta vie. Merci à toi. Je suis vraiment très heureuse de ce partage et puis je sais qu'on se reverra sûrement très prochainement. Donc oui, voilà, avec grand plaisir. Dans les ateliers. C'est sûr. C'est sûr. Beaucoup. Mais en tout cas, moi, je conseille vraiment, si vous avez envie, j'ai pas testé énormément de choses dans le chamanisme, mais les ateliers que j'ai fait avec toi sont vraiment un très bon moment et j'ai eu de belles choses qui sont remontées, des choses aussi un peu plus compliquées à comprendre et que je continue à creuser, mais je pense que c'était aussi pour ça que je venais. Donc c'est vraiment cette idée aussi que le chamanisme, je pense qu'à un moment, le chamanisme me faisait peur parce que c'était l'inconnu. Et en fait, intégrer certaines pratiques, ça m'a permis aussi de comprendre qu'il n'y avait rien d'extra, enfin, si c'est extraordinaire quelque part, parce qu'on ne fait pas ça tous les jours, mais il n'y avait rien d'effrayant en réalité, dans la mesure où c'était cadré, dans la mesure où on était dans un espace sécure, où il y avait une personne à côté qui pouvait répondre aux questions, qui nous accompagnait. Et même les choses les plus dures qu'on peut voir remonter, finalement, on est capable en fait de les voir. On a vraiment cette capacité en nous. Si c'est là, c'est parce qu'on en a besoin et qu'on peut le regarder en face. Ouais. Donc voilà. Merci beaucoup. Je t'en prie. Un grand plaisir. Et je te remercie encore et je te dis à très bientôt. À bientôt, Céline. Merci.